Hello Léna Ledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi, en tout cas, ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Instant Business et c'est l'émission où l'on va analyser, examiner et décortiquer tout ce qui se passe dans le business. Et pour ça, je ne suis pas seule, je suis très très bien entourée. Bonjour les filles. Bonjour, Hello. bonjour. Vous allez bien? Ça va et toi? Très bien. Ça va, merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? On commence à droite. Toujours. Bonjour tout le monde. Merci Niara. Je suis D'accord. Nour Ezzedine et je suis consultante et formatrice en communication et création de marques et communication personnelle depuis 15 ans maintenant. Ok, merci. À tout Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Oriana Conseil, je suis coach en développement personnel spécialisée dans les relations amoureuses et il y a du boulot. Et ça fait maintenant 2 ans sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Et on termine avec notre chroniqueuse internationale. Ou c'est national maintenant, tu m'avais dit. International. Internationale. Tasta, est-ce que tu peux te présenter? Merci Niara de me renouveler ta confiance. Bonjour à tous, Tasta, consultante en gestion d'entreprise et à la tête du cabinet Dougoutigui Business 40. Voilà. Ok, merci beaucoup les filles. Moi, c'est Niara au cas où. Hein. Voilà. Alors, le thème du jour, c'est coach, consultant, formateur, arnaque ou pas. Donc, on va échanger autour de ce sujet. Est-ce que vous êtes prêtes? Complètement. À fond. Ok, alors ici, c'est l'instant business et sans langue de bois, mais toujours dans le respect. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez, chacune à votre tour, hein, me donner votre définition d'un coach? Parce que j'aime bien qu'on définisse les termes avant de pouvoir aborder le sujet. Alors moi étant donné que je suis coach, je vais vous donner ma propre définition. Mhm. Et c'est ce que je dis beaucoup à mes coachés. Pour moi, le coach, c'est comme un guide, on va dire, qui va permettre de te donner des tactiques ou des petites stratégies pour atteindre tes objectifs, mais tout en te respectant, en essayant de voir ce qui t'anime au quotidien et surtout pas en donnant son propre avis. Et c'est vraiment ça pour moi le coach. C'est vraiment te guider dans tes objectifs à venir et peut-être surmonter certaines problématiques ou certains blocages qui te permettent justement qui ne te permettent pas de les atteindre justement. Ok, ok. Et toi, Nour? À mon sens, un coach, en fait, c'est une personne qui est experte dans un sujet spécifique et qui va accompagner son coaché d'un point A à un point B, un point C, etc. Mais à mon sens aussi, ce qui est important, c'est que le coach, il puisse prendre en considération l'écologie de son coaché. L'écologie, c'est-à-dire son environnement, sa vie personnelle, professionnelle, en fait, pour Mhm. qu'il y ait un terreau fertile pour un coaching efficace, en fait, qui soit Ok. humainement disponible. D'accord. Et toi, t'as ça. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'elles ont tout dit. Ouais. J'aurais pas dit mieux, le coach il va t'accompagner à aller d'un point A à un point B, Ok. tout simplement. Bah pour donner une définition un petit peu, ce que j'aime bien dire, type Larousse. Donc, un coach, c'est inspiré du domaine sportif. Donc, le coaching pénètre progressivement dans le monde de l'entreprise. C'est une pratique d'accompagnement pour qu'une personne puisse plus facilement affronter des obstacles, optimiser ses atouts et développer ses compétences et savoirs. Donc, ainsi, le coach est une ressource externe au coaché qui va mobiliser ses ressources internes pour mettre en œuvre un plan d'amélioration de sa performance. Ça vous va? Waouh. Très complet. Complète. Exactement. Ok. Ben là, on va un petit peu rentrer sur votre parcours professionnel. Quel a été votre parcours pour pouvoir exercer ensuite cette fonction? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. Je suis pas née coach, hein. Par contre, j'étais dans une entreprise. Alors moi, il faut savoir, j'ai qu'un bac. J'ai pas fait master 5 ou autre. Et je suis rentrée dans une entreprise où je me suis développée très rapidement et je suis devenue responsable de plus de 40 personnes avec des managers, des superviseurs et des collaborateurs. Ok. Et pour pouvoir justement faire bien ce travail de responsable de manager, j'ai été formée à des techniques de coaching. Donc, j'ai moi-même été coachée pendant plus de 6 mois, 1 an pour pouvoir justement exercer au mieux ce métier. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'avais des qualités requises pour le coaching. Et c'est ce que je faisais au quotidien avec mes équipes. Et c'est ce qui m'animait et c'est ce qui était inné chez moi. Ok.
Et donc, suite à ça, dans une entreprise, on évolue, bien entendu. Et je me retrouvais plus spécialement dans ce métier de coach, de meneur, d'emmener les équipes, de faire performer ces équipes, de aussi les développer dans quelque chose où les équipes n'auraient pas pensé pouvoir aller. Et c'était mon rôle. Je me suis rendu compte qu'on allait plutôt vers du côté très business et très politique, qui était moins mon domaine. Du coup, j'ai décidé de partir et de me former un peu plus sur les neurosciences et de travailler en tant que coach de vie et spécialisée aussi sur les relations amoureuses que je fais au quotidien, notamment aussi avec mes copines. Donc, voilà. Il y a un besoin, il y a un très, très grand besoin. Donc, Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée, en fait, il y a 2 ans, où j'ai quitté mon entreprise un petit peu plus tard. Et c'est comme ça que je me suis formée et que j'ai décidé de faire ce métier à plein temps. À plein temps. Ok, félicitations. Félicitations. Et toi, du coup, ton parcours? Alors, pour le parcours, en fait, c'était il y a 10 ans, quand j'occupais des postes exécution, en fait, en communication. On me posait un projet, on me disait, tiens, prends, bosse dessus. Pas forcément de stratégie ou de vraiment de décision éclairée. En bonne exécutante, je devais faire. De toute façon, les boss, ils demandaient, donc je faisais. Et puis 6 mois plus tard, on me disait, ça, c'est tombé à l'eau, ça n'a pas marché. Et donc, ça a donné une mauvaise image à mon métier de communicante, en fait. Et j'ai vite compris que les décisionnaires, les top managers, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était la communication. Mais eux, ils pensaient qu'ils savaient ce que c'était la communication parce que tout le monde communique. Donc, ils se disent... allez, on va faire un support digital, alors que la cible, elle n'était pas du tout sur le digital. Donc, ça m'a vraiment frustrée. Ça a donné un mauvais nom à mon métier. Et je me suis dit, bon, il est temps de les accompagner, ces personnes-là, en fait. Donc, j'ai pris le virage il y a plus de 7 ans maintenant. Et je me suis dit, je vais me lancer à mon compte et je vais accompagner ces personnes pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et au final avoir une bonne image saine de leur activité, avec une bonne stratégie, une bonne conception et une bonne création et production. Okay. Donc voilà, donc moi je ne suis pas coach, je suis formatrice reconnue par l'État, mais l'accompagnement c'est mon quotidien. C'est-à-dire que vraiment je suis amenée à travailler le mindset aussi de ces décisionnaires, de savoir qu'est-ce que eux ils veulent transmettre en fait comme image, et en fait on finit par faire beaucoup de travail sur la personne. Ok, d'accord. Alors, comme tu l'as dit, Oriana, on ne devient pas coach du jour au lendemain, ça c'est sûr. Et justement, j'ai fait un sondage auprès d'Enaligi où je leur ai posé la question suivante. Doit-on forcément être diplômé ou certifié pour exercer le métier de coach ou consultant formateur? Et à 67%, ils ont dit que non, on n'a pas besoin d'être certifié. J'ai été surprise aussi. 67%. Et à 33%, oui, qu'il faut forcément un diplôme. Du coup, moi, je vous pose cette question-là. Est-ce qu'on doit être forcément diplômé ou avoir une certification pour exercer ces métiers-là? Alors, tu peux répondre aussi, Tassa. Tu veux parler? Du coup, moi, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être diplômé ou certifié. Mais par contre, comme j'aime dire, que ce soit un formateur, un consultant ou un coach, il doit toujours se faire accompagner lui-même, en fait. Il doit toujours se former parce qu'en fait, ça évolue. Ça évolue et il faut être suivi, il faut évoluer avec son métier et pour être en phase avec les choses du moment. Donc pour moi, s'il n'y a pas ce suivi-là, pour moi, c'est la partie la plus importante. Mais avoir un diplôme ou une certification, après, sur certains métiers, sur certaines spécialités, je pense que oui, c'est important parce qu'on rentre dans des domaines assez délicats et là où il faudrait, je pense, de la réglementation. Ok, d'accord. Et vous alors? Je la rejoins un petit peu. Alors moi, je suis un peu l'exemple justement qui n'a pas de diplôme et qui a quand même été au sein d'une grande entreprise responsable d'un service client. Donc, je suis l'exemple comme quoi c'est possible. Par contre, en effet, il y a des formations, il y a des choses à avoir. Il y a une question d'éthique. Il y a une question aussi de tout le monde ne peut pas être coach. Il y a des qualités requises pour être coach. Et ça, il faut bien l'entendre. Maintenant, il y a je pense que la question de diplôme, c'est un petit peu en France qu'on a, on met des étiquettes. C'est pour ça que je l'ai posé. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, c'est pas ce qui va faire que tu vas être un bon coach derrière. Complètement. Donc par contre,
pour moi, c'est nécessaire de faire certaines formations d'accompagnement, justement, comme tu le dis, parce qu'on ne peut pas prendre un coaché comme ça du jour au lendemain, ne pas connaître un petit peu les qualités que doit avoir un coach, comment gérer un coaching du début à la fin. Il y a quand même des techniques. Et puis, il y a beaucoup de coachs, par exemple, dans la santé, qui vont parler des TCA ou quoi, des troubles alimentaires, ont besoin de formation sur ces choses-là aussi. Donc, il y a des formations qui sont indispensables, qu'elles soient certifiées diplômantes. Moi, je suis l'exemple que pour moi, ce n'est pas un problème. Oui, ça ne t'empêche pas, en tout cas, n'empêche pas d'exercer de faire. Mais ton c'est activité. important Quoi. d'apprendre pour avoir de la méthodologie, effectivement. Exactement. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nour ? Absolument, je rebondis sur ce que Testa et Oriana ont dit. C'est important d'avoir un cadre, en fait. On a affaire avec quelque chose de très personnel et humain, et c'est parfois très sensible. Donc, c'est important d'avoir des notions de base. Mais je vais mettre quand même ma casquette de communicante. Après, ça dépend de notre cible. Si on est en B2B, oui, très important, en fait, le diplôme, les certifications. Si on est en B2C et que nos clients, en fait, ils sont satisfaits et qu'on arrive à les emmener à un endroit où ils veulent être et qu'on a un impact positif et constructif dans leur vie, à mon sens, c'est pas Forcément une nécessité. nécessaire, quoi. Mais après, ça dépend du secteur, Ouais. du Ouais, sujet. ouais. Je peux rebondir sur ce que Nour dit, justement, c'est hyper important parce qu'en effet, dans le domaine professionnel entreprise, en effet, on va demander un diplôme d'État, qui est le RNCP, le coach professionnel, pour pouvoir travailler en entreprise. Donc, on est encore dans le milieu entrepreneurial, enfin, non pas du tout, le métier de l'entreprise, pardon, où en fait, on demande ce diplôme. Ouais, le diplôme, ouais. Et en effet, la cible B2B est beaucoup plus réglementée en fait, et exigeante par rapport à ça. Ok, et du coup, le fait de ne pas avoir, pardon, de ne pas être certifié ou diplômé, est-ce que ça enlève en fait de la crédibilité? Tout Par dépend exemple, de toi, la cible. le fait que tu ne sois pas diplômé, est-ce que du coup, tu es perçu comme moins crédible aux yeux des autres? Alors, moi, je le ressens pas du tout à mon niveau, Tant mieux. clairement. Mais alors, ça m'est jamais arrivé qu'on me demande mes diplômes avant un coaching, honnêtement. Ok. Et après, tout va dépendre de ton éthique toi-même et de ce que tu veux dégager. Moi, j'ai aucun mal de venir aujourd'hui ici de dire j'ai pas de diplôme reconnu par l'État. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne sait pas exercer mon métier. Et automatiquement, je vais aussi me baser sur les résultats de mes coachés. Et c'est surtout ça qui va plus me légitimiser, en fait, par rapport à ça. D'accord. Pour moi, du moment où on arrive à enlever cette épine du pied du coaché, parce qu'il vient nous voir pour régler un problème. Un problème, ouais. Si on arrive à l'aider à régler ce problème, pour moi, il n'y a pas de problème. Et pour toi, Tasta? Crédible, pas crédible? Encore une fois, elles ont tout dit, c'est le résultat. Parce qu'il y en a qui sont diplômés, mais qui... Et t'as pas de résultat. Et je l'ai tellement vécu en entreprise, de gens qui arrivent avec leur gros bac plus 5. Tu sais quoi, j'en ai un. Pas en coaching, et mais qui ne valent pas, qui ne valent rien en fait. Et non mais je comprends parce qu'on apprend tout sur le terrain. C'est pour ça que moi-même, à titre perso, quand on me dit ah mais Nara, t'as un bac plus 5, je dis ouais mais tout ce que je fais c'est pas mon diplôme, hein. C'est sur le terrain en fait que j'ai appris. Donc, Et aujourd'hui justement, ce côté expérience est très mis en avant et très recherché. Et c'est pour ça que le domaine de la formation aujourd'hui il est complètement disrupté. Parce que les gens veulent aller se former auprès de personnes qui ont de l'expérience. Ils veulent plus se former auprès de personnes qui sortent de l'école. Moi, j'ai vu des communicants qui sortaient d'école avec leur bac plus 5. Et à côté de ça, d'autres qui avaient cette expérience du terrain et qui ont fait peut-être des formations diplômantes, le résultat n'est pas le même. On voit la Parce que différence, quelqu'un qui sort de l'école, finalement, il est scolaire. Quelqu'un qui est sur le terrain, il connaît les réalités, en fait. Absolument. Donc, ils ne vont pas avoir la même façon d'exécuter. Et ça fait toute la différence. Il y a l'expérience et la pratique. Tout à fait. C'est ça, exactement. Et selon vous, en fait, sur quels critères on doit se baser justement pour se proclamer expert? J'adore cette question. Voilà. Déjà, il faut de l'expérience significative et je rebondis sur ce que tu dis, Testa. C'est les expériences en fait pratiques sur le terrain. C'est ce qui forge en fait le savoir, non seulement le savoir-faire, mais le savoir-être de l'expert. Okay. La deuxième chose, c'est de faire de la veille. Et comme tu le disais si bien aussi, Testa, c'est qu'il faut être agile et adaptable par rapport à l'actualité
Et donc, c'est pas seulement faire de la veille sur notre sujet, mais faire de la veille annexe, c'est-à-dire sur l'innovation tech, Ouais, tout ce qui se passe autour de nous. mais quoi. même la géopolitique, en fait, de Exactement. comprendre en fait dans quel environnement on vit pour Parce que ça s'adapter. impacte tout. Voilà. Et puis, c'est surtout avoir la connaissance la facilité de transmettre, Ok. de communiquer Ouais, la clairement. transmission. Ouais, Ça, c'est très important. Ok. Et toi, Oriana Elle a très bien Elle a résumé tout pour dit. le coup. Genre, là. Elle attendait la question. Là, elle nous a un peu cloué le bec. Pardon. Je Non. suis entièrement d'accord sur ce côté expérience, ce côté pratique et ce côté aussi, en effet, tu as besoin d'être connecté un peu à cette société et de voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche pour comprendre les choses. Et plus tu vas comprendre comment notre monde fonctionne, finalement, c'est un grand mot, mais c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir réussir à te considérer en tant qu'expert. Donc, mais elle a très bien résumé. Ok. Je peux rajouter une Ouais. dernière chose, s'il vous plaît, j'en ai plein. C'est d'être à l'écoute et de quand même d'être proche de son réseau, ses confrères, ses consoeurs. Pas pour Pas en concurrence. pas en concurrence, mais ensemble justement pour qu'on soit tous alignés sur quelque chose de positif. En fait. Il n'y a pas de concurrence pour moi. Il y a non, On collabore, c'est ça. mais il n'y a pas de concurrence. Pas, je pense pas à 100% quand même. Il y a toujours, Il y aura toujours de la il y concurrence. aura toujours de la concurrence. C'est normal. Tout dépend de ce que toi, tu veux. Je pense veux que faire Enfin, pas de ça. vis-à-vis genre de Chaque- en toi, fait- mais peut-être les gens qui t'entourent. Peut-être pour toi, en fait, t'es pas en concurrence, mais il se peut que. Je pars du principe qu'on a tous une proposition de valeur unique. Hmm. Donc au final, ta proposition de valeur unique ne parlera pas à tout le monde en réalité. Donc C'est vrai. c'est pour ça que moi je pars du principe qu'il n'y a pas de concurrence. Je rejoins Testa. Parce que justement, c'est exactement ce que je fais pendant mes accompagnements. C'est que, en fait, on ne peut pas avoir exactement les mêmes savoir-faire, plus les mêmes savoir-être, plus les mêmes expériences de vie. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à dispenser les mêmes coachings, mais on ne peut pas les faire de la même façon. Donc, moi, je suis du camp de Ouais. ça. Et comment on se positionne alors? Comment se positionner quand justement on a l'expérience, on a tout, mais il manque le bout de papier, le diplôme. Toi, comment t'as fait, Oriana? Ah bah moi j'y étais et j'ai même pas réfléchi Pas à cette réfléchi. question en fait. C'est, Allons-y, moi vas-y. je me faisais confiance, j'avais l'expérience déjà du terrain en entreprise, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Je pense que pour moi en fait ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi par rapport à cette expérience passée. Donc automatiquement le diplôme écrit était pas, même c'est une certification mais qui est pas reconnue par l'État, c'était pour moi c'était pas quelque chose de bloquant et en fait, il faut bien se lancer de toute manière. Au bout d'un moment, il faut bien se lancer et voir un petit peu parce que pour voir ce que tu vas donner, il faut commencer à se lancer. Il faut avoir ses premiers coachés et voir vraiment par rapport à ce que ton coaché va ressentir et ce qu'il va te dire à la fin et de savoir comment tu as réussi à l'aider. C'est ça en fait qui va te permettre d'oublier un petit peu cette question de diplôme. En fait, c'est vraiment l'image que tu vas renvoyer auprès de ce que tu veux donner. C'est vrai que maintenant, on est très, très porté sur l'image, la réputation, etc. Donc, ouais. Ok. Et toi, Nour? Je vois que tu me ziotes, donc t'attends mes réponses. Oui, je rebondis sur ce que Oriane a dit, tout à fait. Moi, je trouve que c'est quand même important que, ok, pas de diplôme, c'est pas la fin du monde, au contraire. Je pense que ce qui est important, c'est de prouver que, qu'est-ce qu'on fait en fait. Aujourd'hui, c'est très facile de suivre des modules en ligne. On a beaucoup de e-learning, donc on peut toujours se faire une petite certif à droite à gauche. Mais il y a aussi ce qui est super important, c'est de créer son histoire personnelle et professionnelle. Parce qu'en fait, on choisit son coach en fonction des valeurs communes. Et si on ne se présente pas et qu'on ne partage pas qu'est-ce qui est important pour nous, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi c'est important pour nous, l'histoire personnelle est très importante à présenter. C'est quoi nos succès, comment on est arrivé là. Voilà, tout ça, c'est vraiment important. Storytelling. Ouais, ce que j'allais dire, tout le storytelling derrière. Le grand méchant loup, mais ouais, c'est notre storytelling, absolument. Ok. Alors, en fait, en 2021, on recense plus de 4000 coachs en France selon l'APCE, donc Agence pour la création d'entreprises, dont plus de 1600 certifiés par l'ICF, International Coaching Federation. Pardon pour l'anglais, mais voilà. Donc, il est vrai qu'aussi, depuis la période Covid, il y a eu cette émergence de coachs, de formateurs, de l'infoprenariat, etc. Dans les domaines comme en plus développement personnel, tout ce qui est mindset, etc. Sportif aussi. Et oui, tout le monde est... Je me souviens encore des lives sur Instagram où on dispensait des cours, mais bon, bref. Selon vous, pourquoi en fait un tel engouement autour de tous ces domaines-là? Coaching, formation Alors,
Moi, personnellement, pendant le confinement, j'ai jamais autant bossé de ma vie parce qu'il y a eu, ce que j'ai noté, un éveil sur tous les plans, un éveil spirituel, personnel, professionnel. Et pendant cette période-là, j'ai jamais autant entendu dire mes bénéficiaires me dire ah, c'est impossible de retourner au boulot après le Covid. Impossible que je retrouve mon boss, pardon, hein. Ou sinon, j'ai vu la lumière, Nour, je sais exactement ce que je dois faire. La lumière. La révélation. C'est ça. Le déclic. Le déclic, parce que tu es devant ta glace tous les matins en te disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie maintenant. Ou sinon, ça y est, Nour, deuxième partie de ma carrière, faut que je me lance. J'ai ce bébé qui m'attend, faut que je travaille mon projet, quoi. Et donc, j'ai noté deux tendances, en fait. C'est soit, à partir de ce moment-là, soit on a envie d'aider les autres, soit on a envie de se faire aider pour entamer une reconversion pro, une transition, ou devenir entrepreneur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai noté, cet engouement en fait pendant cette période de vraie introspection en fait. Ouais, en fait, je pense que c'est le moment où on s'est dit ah ouais, en fait, s'il se passe une autre épidémie ou plus grave, Ouais. bah, on a bien vu que peut-être notre petite CDI ou bah, c'était pas vraiment la sécurité et qu'il fallait poser, comme on se dit, ses œufs dans plusieurs paniers, quoi. Et moi, ça a été un peu ma révélation, justement, le Covid. Parce que moi, je suis coach depuis 2 ans à mon compte. J'étais en entreprise pendant le Covid et c'était une catastrophe, en effet. Télétravail au secours. Il faut donner des PC à tout le monde, à toutes ces équipes. Moi, j'avais des équipes à Reims, donc je ne pouvais pas me déplacer. Ou alors, il fallait que je me déplace. C'était la croix et la bannière pour se déplacer à ce moment-là. Donc, j'ai eu cette révélation-là, justement. Et je pense que l'ère du digital s'est beaucoup développée à ce moment-là. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de trouver des solutions pour faire passer des messages et en effet de se dire, regardez, il y a un autre monde qui existe. Il y a un monde où en fait, on n'est pas obligé de tout faire dans un bureau avec un patron et tout. Il y a une autre possibilité de travailler. Et moi, ça a été un déclic. Donc, il y a en effet cet effet Covid, je pense, qui a été très révélateur. Et après, il y a un engouement aussi, mais cet engouement, il existe depuis des années aux États-Unis. Les coachs là-bas, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans. C'est une autre planète. C'est une autre planète, on en est très loin encore. Les anglophones, comme je dis, sont en avance Ils sur sont nous. trop en avance. Donc je pense que peut-être qu'en effet, le fait qu'on ait beaucoup basculé sur le digital pendant le Covid, on a peut-être commencé à découvrir ce qui se passait un peu en dehors de nos frontières. Et cet engouement est peut-être arrivé de là. Ok. Et toi, Tasta, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Même constat que Par rapport à ça. mesdames, c'est vrai que pendant le Covid, moi aussi, j'ai énormément travaillé, je m'y attendais pas. Et je voyais tout le monde se plaindre, se dire, mon activité, elle est morte. Et là, moi, je signe je reçois des devis validés. À l'époque, j'étais associée. Et du coup, effectivement, c'est ça, en fait. Les gens, je pense qu'ils se sont pris une gifle en pleine figure. Elle est d'une violence que personne ne s'y attendait. Et les gens ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais, en fait. C'est ça. Est-ce que je reste dans cette routine professionnelle et je continue à faire ce que je déteste faire, pour beaucoup, parce que c'est un travail alimentaire en règle générale, en fait. Ouais. Parce que beaucoup étaient dans des... Parce que moi, je me rappelle qu'avant le Covid, il y avait ce discours de « moi, j'ai un CDI, moi, je suis fonctionnaire ». Donc, pour eux, ils ont un travail à vie. Cette sécurité. Cette sécurité, exactement. Mais le Covid leur a montré que CDI, fonctionnaire, si ça doit s'arrêter, ça peut s'arrêter au final. Donc, si ça s'arrête, qu'est-ce que tu fais ? Et je pense que c'est ce qui a dû faire prendre conscience aux gens que, faisons ce qu'on aime. Parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de gens en démarrage en création de projet, en création d'entreprise. Et ce que je retrouve souvent, c'est des gens qui, finalement, avaient un rêve soit d'enfant ou quand ils étaient à l'école, du métier qu'ils auraient voulu faire. Là, ils se sont dit, je vais le tenter. Ouais, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Nos jeunes ont été Ok. précurseurs aussi. Oui. Oui, moi j'ai 42 ans, donc même si je ne les fais pas. C'est jeune. Complètement. Mais les jeunes ont été, je pense, beaucoup plus malins que Oui. les personnes qui étaient dans les CDI. Je pense qu'ils ont compris beaucoup plus rapidement ce qu'ils pouvaient faire et qu'une question de CDI, diplôme, n'était plus vraiment quelque chose. Ah, c'était proscrit. C'est plus Voilà. le schéma. On l'a bien exact, vu quoi. parce qu'on a eu une phase où les entreprises ont du mal à garder leurs salariés, surtout les jeunes. Exactement. Il y a eu même des articles sur le fait qu'il y avait beaucoup d'abandon de poste. Dernièrement, ils ont fait passer une loi où maintenant l'abandon de poste n'est plus possible en fait. Oui. Parce que justement, ils se sont rendus compte que finalement, les jeunes, en fait, ils n'ont plus envie de cette carrière où ils vont faire 40 ans dans leur boîte. C'était au même l'engouement poste. des startups à ce moment-là. C'est C'est ça. ça. Et
et moi, je le revois bien même parce que j'ai un enfant de 18 ans. Et nous, quand on passait après le bac, on voulait absolument continuer ses études. Peu importe que ça nous plaisait ou non, fallait aller en école de commerce ou à l'université. Et je vois la génération de mon fils, c'est une génération, j'ai pas d'école, ouais, mais c'est pas grave, en fait, je vais pas aller à l'école juste pour aller à l'école. Ils veulent d'abord trouver ce qui les anime, en fait. Et une fois qu'ils auront trouvé ce qui les anime, ils iront vers là. Ou surtout faire de l'argent rapidement aussi. Mais justement, ouais. Pardon, je voulais juste dire là-dessus parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus intelligents financièrement Exactement. que nous. Et en fait, je vais pousser le bouchon plus loin. Pour eux, c'est juste pas une option d'aller en entreprise, en fait, de signer un CDI ou un CDD. C'est pas une option pour eux. C'est lancer leur projet, en fait. C'est ça. Ok, sur ces paroles, on va passer à la rubrique Instant Pitch et on va accueillir du coup Leïla qui va nous présenter Sweetacom. Hello. Installe-toi bien. Merci. Ça va? Super bien, et vous? Ouais, et alors est-ce que tu peux du coup nous pitcher Sweetacom? Yes, bien sûr. Alors avant ça, j'aurais une question à vous poser. Qui aimerait gagner 6 000 € en 2 semaines? Levez la main. Ah bah, Qui ne veut pas? Je pose, on sait jamais. on va pas dire non. Merci pour votre intérêt. En fait, c'est ce qui s'est passé avec ma cliente Pamela, la fondatrice de Tête Marée. Je l'ai accompagnée pendant 3 mois et elle a pu réaliser ça. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle a pu ouvrir sa boutique sur Paris et son atelier de couture. Donc je suis assez fière. Bravo. Alors moi, c'est Leïla. Je suis la fondatrice de Sweetacom depuis 2017. J'accompagne les femmes entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à une stratégie de communication claire et impactante. Je suis photographe good vibes. Avec moi, c'est toujours dans la bonne humeur. Que tu sois à l'aise ou non, je m'occupe de tout et tu auras des belles photos à la fin. Je fais aussi d'ailleurs ce qu'on appelle de la photothérapie. Pour celles qui ne s'aiment pas encore en photo, je les accompagnerai, moi et avec mon équipe, pour avoir des photos professionnelles et surtout de vous aimer de nouveau parce que je trouve ça hyper important. J'ai aussi un podcast. Qui aime les podcasts ici? Yeah. Je suis en train de... Ça arrive doucement. J'essaye, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Je suis trop habituée, moi, aux vidéos, tu vois, c'est ça. J'aimerais bien, mais je dois trouver la motivation. Je vais vous motiver alors. Moi, je procrastine. Ouais. Mon podcast s'appelle Level Up Ton Biz. Je parle entrepreneuriat féminin, mindset, parce que ce sont des thématiques qui m'animent beaucoup. Je suis maman aussi d'un petit prince de 17 mois que j'ai ramené avec moi, qui dort enfin. Et que dire d'autre? Je suis quelqu'un de très passionné. Je suis quelqu'un de très solaire. On dit souvent ça de moi et j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. Et je vous invite à me suivre sur mon Instagram, Sweetacom. Ok, de toute façon, ça sera affiché en bas. Et est-ce que vous avez des questions à poser à Leïla? Ou Leïla, vice-versa, est-ce que tu as des questions à poser à nos invités? Pas tant une question, mais rebondir sur ce que vous avez dit sur les coachs certifiés ou pas certifiés. Personnellement, moi, j'ai pas de certification et j'ai le plaisir de parler de moi, de ma personnalité, de mon expérience, de mes histoires et des choses que j'ai pu faire pour les gens, pour qu'ils aient des résultats. Donc, moi, je dis que c'est qu'un bout de papier. En fait, moi, si j'ai un bac +6 en marketing digital, c'est qu'un bout de papier et en fait, c'est ce que tu vaux sur le terrain, ce que tu apportes comme résultat aux gens et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai juste envie de dire bravo pour la photothérapie. Vraiment super, parce que tout passe par l'image aujourd'hui. Hein. C'est juste incroyable. Hein. Surtout avec Instagram. Exactement. Et c'est incroyable de voir certaines personnes vraiment se miner en se disant je me trouve pas si, je suis pas assez machin. Enfin, voilà, c'est super. Merci beaucoup. Ça change. Un grand bravo. Et moi, j'ai bien retenu qu'elle faisait gagner 6 000 € en 2 semaines. Je vais tout de suite aller sur son Instagram parce que je suis coach, mais je ne suis pas la meilleure en communication et en commerce. Après, comme je dis, c'est un travail de... En fait, je l'ai coachée en 2021 et c'est en 2023 qu'elle me dit, écoute, j'y vais, en 2 semaines, c'est parti. Et en fait, elle m'a prouvé que ce que j'ai appris il y a 3 ans, ça fonctionnait quand on appliquait et que derrière, on met l'énergie, la bonne intention et qu'on reste focus sur une chose en particulier. Parce que même moi, j'ai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires de manière exponentielle, alors que je ne pensais pas que c'était possible de faire 10 000 € par exemple en un mois. Et je me le suis prouvé en me disant, en fait, quand tu restes focus que sur une offre, les résultats ils fonctionnent. Et mettre la bonne intention. Et de travailler son réseau aussi. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point le réseau... Indispensable. Ça, c'est mon sujet de prédilection, le réseau. Comme je dis, le réseau, il va t'ouvrir des portes que l'argent ne t'ouvrira jamais. Girl, je suis tellement d'accord. Ça toujours avec ces punchlines, il y a toujours quelque chose à dire. Tu m'avais manqué un peu. Moi aussi. Ok, merci beaucoup Leïla. Est-ce que tu peux encore nous partager tes réseaux? Bien sûr. Alors, mon Instagram, c'est Sweetacom. Je suis aussi sur TikTok, c'est sweeta.studio. Et mon site internet, sweetacom.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent et on se dit à bientôt. Bye.
Et du coup, on se retrouve dans un instant, juste après la page de pub. À tout de suite. De retour dans l'analyse d'ISO avec Oriana, Nour et Tasta. Ça va toujours? Ça va toujours. Ça va toujours. Toujours le sourire. Je suis contente que vous souriez. Ça fait plaisir. On continue. Alors, le coaching, la formation sont quand même devenus, vous l'avez bien souligné, des outils de développement personnel et professionnel couramment utilisés pour aider les individus, on va dire les personnes, ça fait un peu plus respectueux, à atteindre leur objectif de vie et de carrière. Alors, Oriana, tu dis coach, mais Nour, tu aimes bien dire, moi, je suis formatrice. Et consultante. Et consultante. Quelle est la différence entre un coach, un consultant et un formateur? Allez-y, là, c'est pour vous. Vas-y, Nour. Lance-toi. Allez, on se lance. Alors, pour moi, il y a un tronc commun entre les trois, c'est une expertise. Voilà. Déjà, ça, c'est le point de départ. Le premier, on va commencer par le coach. Lui, il endosse le rôle d'accompagnateur. Comme on a dit en tout début, il va accompagner son coaché d'un point A à un point B autour de cette expertise. Le consultant, lui, il est en mesure de prodiguer des audits, des diagnostics, donner des directives, faire des stratégies au regard de cette expertise. Le formateur, lui, il va former son bénéficiaire sur l'expertise. Ok. Voilà, ça c'est vraiment ma façon de vraiment bien distinguer les trois. Après, le problème, c'est qu'on peut faire les trois en même temps. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que tu secouais un petit peu ta Attendez tête. ce moment. Et alors, dis-nous ta définition. En fait, tout va dépendre aussi dans quel domaine tu es du coaching. Parce qu'en effet, on va automatiquement, en tant que formateur, avoir ce rôle-là aussi en tant que coach pour donner certains outils. Il va falloir aider la personne à se former dessus pour pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, en fait, on est un petit peu tous liés. Transversal. Un peu aussi transverse, ouais, complètement. Elle me reprend bien. Et le truc, c'est que, encore une fois, tout dépend de ton domaine. Et cette question, elle m'a vraiment perturbée, moi, parce que je n'arrivais pas à trouver des différences claires. Et je me suis dit, alors si la formation, elle va peut-être être moins humaine, quelqu'un qui va former va peut-être être Beaucoup moins protocolaire. protocolaire, ou va peut-être moins regarder en fait ce que la personne a en elle-même, ou voilà, alors que le coach va peut-être plus aller chercher ça. Mais c'est assez difficile parce que tout dépend de ton domaine, en fait. Ok. Et est-ce que vous pouvez du coup me dire les avantages, entre guillemets, et les inconvénients, chacune dans votre domaine? L'avantage et inconvénient d'être coach et avantage et inconvénient d'être consultant et formateur. Il y en a forcément. Donc. Alors, l'avantage d'être coach, c'est que tu rencontres plein de personnes et plus tu rencontres de personnes et plus automatiquement tu te formes aussi avec l'expérience, mine de rien. Quel autre avantage? L'avantage, c'est que tu fais... Enfin, pour ma part, moi, je fais quelque chose qui m'anime au quotidien. Donc, j'imagine voilà. les histoires Sinon, que tu dois recevoir, là, les relations amoureuses. Professionnelles, je ne dirais rien. Non. Mais c'est quelque chose qui est inné en moi. Si j'aimais pas écouter les gens, si j'aimais pas les aider, bien sûr que je serais pas coach. Ça servirait à rien. Les inconvénients, c'est qu'on a quand même cette charge mentale un petit peu lourde à la fin de la journée quand on enchaîne les coachings, à force d'avoir eu des personnes qui ont quand même des soucis des fois, qui nous atteignent un peu. Ça va renvoyer dans nos propres histoires nous-mêmes. Donc, je pars vraiment pour mon domaine de coaching. Donc, automatiquement, à la fin de la journée, l'inconvénient, c'est que tu prends beaucoup et il faut savoir se recentrer un petit peu. Et surtout, c'est plutôt un inconvénient, mais c'est plutôt aussi un conseil, c'est quand on est coach, on ne doit pas faire pour les personnes et on ne doit pas donner notre avis personnel sur la situation. Ça, c'est aussi une qualité que le coach doit avoir. Donc, ça peut être un inconvénient comme un avantage, j'ai envie de dire, parce que l'inconvénient, c'est que des fois, on a envie de dire « mais pourquoi tu fais pas ça ? Mais pourquoi ?» Mais tu peux pas, parce que le but, c'est de l'amener à elle-même, cette personne, avoir à cette avancer. réflexion. Et l'avantage, c'est justement, c'est ce qui va te permettre, quand tu arrives à trouver ce petit truc, c'est de dire « voilà, j'ai trouvé ce qui bloquait. Donc là, on va essayer avec toi d'avancer justement au point B. » Ok. Et toi, Nour? Alors, l'avantage d'être consultante formatrice, pour moi, c'est au bout d'un certain temps, quand tu as vraiment eu l'occasion d'accompagner plusieurs personnes,
c'est tellement enrichissant parce que, au final, hein, c'est très basique ce que je veux dire, mais on est des êtres humains. Mhm. Et les accompagner et voir les étoiles qui brillent dans les yeux à la fin de la formation, de l'accompagnement, tu sens que tu as vraiment Et t'es aidé quelqu'un. utile, Quoi. quoi. Ouais. Et ça, c'est super gratifiant. Beaucoup plus que... Alors, j'ai adoré chaque expérience que j'ai eue quand j'étais salariée, il n'y a pas de problème, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ok. Je trouve que c'est super pertinent ce que tu as dit, Oriana, sur les côtés un peu plus complexes. C'est qu'il ne faut vraiment pas être une éponge émotionnelle. Il faut respecter vraiment le temps qu'a besoin le coaché. Mais de mon côté, c'est de tomber sur des personnes qui ne sont pas coachables et de Ouais. devoir leur dire C'est vrai, ça. t'es pas prêt pour le moment, t'es pas enseignable. Mm. C'est très vrai. Franchement, Parce qu'il y en a, ils prennent quand même, Ouais. malgré tout, alors qu'ils savent moi, au je fond refuse. que la personne... moi, j'ai Ouais. fait face à une Et cliente. je crois que c'est ça qui est pire, en fait. Une prospect pour le coup, parce Ouais. qu'elle n'a pas été cliente, et qui m'appelle, mais vraiment dans de la panique, et qui Ouais. insiste vraiment, parce qu'on se connaît. Et souvent, moi, mes clients, c'est des gens Mm. qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, et là, c'est le moment pour... Enfin, ils se disent que c'est le moment. Et on échange, et je lui dis non, je te prends pas. Et elle insiste. Et je lui dis non, tu n'es pas prête. En fait, j'ai senti qu'elle avait ce besoin d'aller voir un psychologue, en fait. Ouais. Parce que moi, très clairement, souvent, je les envoie chez le psychologue. C'est Ah, moi rassurant. aussi. Moi aussi, Ça me en tant que rassure. coach, j'en envoie parce qu'il y a des choses que je peux pas J'en gérer. envoie Ouais, chez le ouais. psychologue, mais sans aucune hésitation. Et elle insiste, elle me dit si. Et je lui dis, prends le temps de la réflexion, t'as le week-end. Elle doit me faire un retour lundi, finalement, elle me refait un retour mardi. Et elle me dit, oui, t'as raison. Et je vais Mais au moins, t'es... reprendre une Ouais. thérapie. T'es honnête Et elle et m'a tu le remercié. dis, quoi. Ah, mais non, mais Parce qu'il y en a, complètement. je sais que ils le savent, hein, que la personne n'est pas prête, mais ils vont quand même le prendre. bah, Donc c'est au moins, dangereux vous avez aussi. cette honnêteté-là. En fait, c'est là où l'éthique, elle entre en jeu, en fait. Absolument. Finalement. Et pour moi, ce qui va différencier là où on va vraiment voir qui est bon ou pas, c'est aussi Ouais. par l'éthique, finalement. Parce que l'éthique, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que tu as des vraies valeurs. Parce que sur ces 3 métiers-là, au final, c'est d'abord l'humain qui est au centre de Ouais. tout ce Mm. qu'on fait. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas être consultant, tu ne peux pas être formateur, tu ne peux pas être coach. Ok. Et pour les relations humaines, l'éthique est indispensable, en fait. On ne peut pas nous dissocier de ça, on ne peut pas nous enlever ça. Mm. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'éthique, pour moi, c'est que déjà, il n'est pas bon. Ok. Donc, c'est indispensable. Ouais. Moi, je Ben, on rejoins. avait abordé la question aussi des qualités. Enfin, tu avais commencé à en citer. Pour vous, en fait, quelles doivent être les qualités indispensables pour exercer ces métiers-là? L'écoute active, hein, ça, primordial. L'empathie. Mm. Savoir rester à sa place, hyper important. Ne pas donner son avis. Un coach n'est pas là pour donner son avis et dire quoi faire. Et ça, c'est ce que je trouve dommage justement sur certaines personnes qui veulent trop imposer en fait leur vision des choses. Et c'est pas le but d'un coach. Un coach doit accompagner et guider. Donc ça, c'est pour moi primordial. Savoir aussi, mine de rien, connaître quelques techniques de coaching, de savoir comment justement accompagner la personne avec elle. Il faut savoir s'adapter aussi avec la personne que tu vas avoir en face de toi. Ça, pour moi, c'est les qualités primordiales. Ok. T'en as d'autres? Moi, je trouve que c'est très important la capacité de résoudre des problèmes. Ok. Ouais, et la résolution de problèmes, elle vient de la perspicacité et de la connaissance. Alors ouais, mais tu vois ça, pour le coup, je suis entièrement d'accord, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, et ça souvent, moi je l'explique à certains de mes coachés, que je ne suis pas magicienne. Je Ça, n'ai il faut pas bien le de rappeler, il faut le dire même un petit peu plus fort. magique. Et en fait, certaines personnes, et c'est pour ça que je refuse certains coachings, parce que les gens pensent tout de suite que tu vas avoir la solution magique sans travailler sur eux-mêmes, et en fait, c'est toi qui vas apporter. Et Ils sont surtout pressés, en fait. c'est pas Dans le possible. consulting, c'est différent. Ouais. Dans le consulting, c'est différent parce que justement, toi, tu es là pour amener la solution aux problématiques. Parce que justement, tu as cette expertise. Tu vas faciliter en fait le travail de la personne avec laquelle tu as travaillé. Et puis, moi, je dis jamais « j'ai la solution pour toi Ah. ». Ça, c'est quelque chose que je ne dis jamais. Il faut analyser. Voilà, mais en fait, j'emmène le bénéficiaire à ce que lui-même, il trouve la solution par lui-même. Moi, je vais juste le mettre sur un trajet. Ouais, le guider, quoi. Voilà. Ok. Donc moi, dans ma tête, je vois un peu comment résoudre le problème et je vais le mettre, lui, en fait, dans la bonne voie. Y amener. Voilà.
Mais c'est sûr que je vais pas lui dire j'ai la solution pour tout. Mais c'est surtout C'est la fin du monde. Même si tu le vois, certains ne veulent pas en fait travailler eux-mêmes. Et Oui, ça, il y a- est-ce qu'ils c'est sont la coachables volonté. ou pas. et Voilà. c'est là où je suis embêtée. Ok, donc là, on va parler un peu de réglementation, à savoir que le marché français, en fait, est particulièrement dynamique puisqu'il arrive en tête des pays européens et il est en 5e place mondiale. Et la région Île-de-France, il y a concentrerait, plus de 60% du chiffre d'affaires du coaching. Malgré ces chiffres qui sont quand même assez positifs, est-ce que vous pouvez expliquer comment se fait-il que ces métiers ne sont pas, enfin, du moins en tout cas, le métier de coach n'a aucune réglementation? Alors, à mon sens, je pense qu'il y a autant de coaching que de coachés. On a affaire avec quelque chose de tellement personnel Mm. qu'on ne peut pas appliquer un coaching, exactement le même coaching pour un bénéficiaire qu'à un autre. Donc en fait, on se retrouve avec autant de coaching que de personnes, quoi. C'est ça. Et c'est difficile de mettre ça dans des cases ou de réglementer ça. En fait. Ouais, Je ok. dis pas que c'est impossible, mais Il y a voilà. beaucoup, quoi. Ouais. Il y a Bah, beaucoup, ouais. Surtout quand tu regardes le nombre de coachs, parce que tu disais 4000, je crois, dans Ouais. toute la France. Ah oui, Non. ouais. Et avec 1600 certifiés. 4000 coachs, on est plus de 60 millions. En vrai. Et puis il y a un domaine, on peut être coach sur sportif. 4000 Oui, ouais. coachs, donc pour moi, je pense que vu le nombre de coachs par rapport à la population et l'impact que ça en réalité, finalement, moi, je pense que c'est plus parce que aujourd'hui, c'est l'État, parce que c'est l'État qui peut réglementer finalement. Mm. Ça les touche pas pour qu'ils se disent qu'il faut qu'il y ait une réglementation en réalité. C'est pas mal. C'est ça, la Non, moi, c'est vérité. dit. En fait, ils vont mettre la preuve. Tout à l'heure, on parlait des abandons de poste. Ils ont vu que ça impactait leur caisse parce que finalement, c'est des gens qui travaillent pas, donc moins de personnes qui payent d'impôts. Donc, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Mm. Là, ils ont voté une loi, ils ont été très rapides. Mais 4000 coachs sur 60 millions et sur 4000 coachs sur les 60 millions, ça touche combien de personnes? Ça les impacte pas aujourd'hui Ouais. dans leur caisse. Donc, finalement, Et puis, et c'est la France, quoi. alors honnêtement, quand tu poses la question comme ça, la première chose que j'allais répondre, c'est mais en fait l'État a autre chose à faire. Je pense qu'il y a des choses plus urgentes que ça. C'est ça. Et après, tout va dépendre en effet. Si bien sûr, tu as 4000 coachés qui viennent se plaindre ou quoi, où il y a des choses où ça a impacté, en effet, je sais pas, leur salaire, leur machin. Enfin, peut-être que là, il y aurait une question qui se poserait, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Je pense qu'ils sont pas alertés par ça. Tout à fait. Et voilà, c'est la seule explication que je voulais te dire. Après, il y a les influenceurs qui ont été, il n'y a pas si longtemps Ah oui. que ça, très réglementés. Donc peut-être que le Ça, c'était coaching important. va arriver Il plus fallait. tard. Oui, peut-être, on ne sait jamais. Mais oui, voilà, peut-être les thérapeutes, les psychologues, ça c'est réglementé parce que ça relève de la santé. On est dans la santé. Ouais. Dans la santé, là, c'est réglementé. Oui, parce la qu'on santé, parle de c'est- la santé. Oui, la santé, c'est quand même Coach important. en tout cas, ceux qui veulent aller dans ce domaine-là, ils vont tout de suite se retrouver face à cette barrière de c'est réglementé, donc il faut respecter la réglementation. Tout à fait. Mais sur les autres domaines, si c'est pas lié aux cosmétiques ou à tout ce qui est lié à la santé et à la personne, en général, Mm. l'État. Ok, sur ces paroles, on va passer à ta rubrique. Les conseils de Duguchigi. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter, nous donner par rapport à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je pense qu'on a quasiment tout dit Ouais, sur la ouais. thématique, très honnêtement. Après, moi, je dirais aux gens de faire très attention autour de la notoriété de certains coachs, consultants ou formateurs, très honnêtement, surtout avec les réseaux sociaux, parce qu'on a tendance à donner du crédit aux gens qui sont très suivis ou qui ont des fortes communautés, mais c'est pas parce qu'une personne elle est suivie ou elle a une forte communauté que ça fait d'elle un expert, très honnêtement, parce que j'en ai vu des pseudo-experts, pas experts. Donc, regardez les résultats. Je vais donner le même conseil que je donnerais quand on choisit un prestataire ou un produit, les avis clients, les retours de personnes de votre entourage qui ont fait appel à elles, et vraiment de regarder l'éthique et la valeur, c'est-à-dire de ne pas venir suivre une tendance parce que c'est le coach, le formateur, le consultant du moment. C'est vraiment de suivre, regarder si vous vous retrouvez dans les valeurs de la personne, parce qu'on parlait d'humain tout à l'heure. Donc, il faut que humainement, vous soyez plus ou moins alignés pour qu'il y ait ce feeling, pour que vous puissiez travailler ensemble. Parce que s'il n'y a pas ce feeling, finalement, c'est très compliqué, en tout cas, qu'il y ait du résultat par rapport à vos attentes. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, donc là, on va passer un peu, on va dire, à ce que j'appelle l'étude de cas. C'est vrai que
en ce qui concerne le coaching, l'infoprenariat, etc. Donc, c'est des activités en plein essor, hein, ça, on a bien vu. Et malheureusement, c'est aussi associé au terme arnaque. On va pas se le cacher. À savoir que donc, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, il y a pendant plusieurs mois, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont enquêté sur des professionnels du secteur. Donc là, c'était plus tout ce qui est coach de vie, relations amoureuses, etc. Des centres de formation ou encore sur Internet. Et donc, en tout, 165 professionnels et établissements ont été contrôlés. 80%, donc il a été décelé qu'il y avait 80% d'anomalies qui ont été relevées, pardon, et que 20% d'entre eux ont des pratiques commerciales trompeuses, à savoir tout ce qui est faux diplôme, utilisation du vocabulaire médical, alors qu'on sait que quand ça touche la santé, eh ben, c'est compliqué. Donc, selon vous, comment reconnaître un coach, formateur ou consultant, je mets entre guillemets, comme ça on ne m'attaque pas, charlatan. Voilà, grand guillemets. Comment reconnaître? En fait, est-ce qu'il y a des codes ou comment faire en fait attention quoi? Est-ce qu'il existe des sites internet ou des plateformes pour dénoncer ces personnes-là? Alors, moi, je connais Signal Conso. Ouais, c'est exactement ce que j'avais. J'avais attaqué. Vu qu'il n'y a pas de réglementation, donc Voilà. forcément ils profitent en fait de Ouais, ça. ouais. Donc comment faire attention quoi? Aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à plutôt aller sur les réseaux sociaux alors qu'il y a des associations de consommateurs en réalité. Alors, le site, c'est signal.conso.gouv.fr. On va écrire comme ça. Voilà. Bien en gros. Ok. Ben Bien non. en gros. Moi, j'en C'est ai le seul marre que je connais. des scandales sur les stories C'est ça. Instagram. Excusez-moi, c'est épuisant. Ok. Bah, ça va super. pas trop loin, quoi. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous différencie de tout ça? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, en fait, parce que c'est très facile hein, sur les réseaux comme on dit, ça monte vite, mais pour descendre aussi, ça redescend vite. Vous, qu'est-ce qui fait que jusque-là, en fait, vous tenez toujours? Alors, moi, je suis partie du principe, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, faut savoir que je n'étais pas du tout sur les réseaux avant 2 ans. Hein, donc, ça a été quelque chose de très lunaire pour moi au début. Hein. Je suis partie du principe en regardant un petit peu, en faisant de la veille, justement, concurrentielle un petit peu. Moi, je voulais partager des messages et je voulais pas le faire qu'à travers des vidéos et des stories. Donc, je fais énormément de lives. Je fais 3 à 4 lives par jour. Ah oui. Ouais. D'une heure, voire plus? Non, j'essaye de faire 20 minutes. Ah ok, Pas ça plus, va. parce que j'ai aussi des enfants, le ménage à faire, à manger. Donc, j'essaye de faire 20-25 minutes. Et le soir, on est plus sur un thème. Et là, je peux prendre un petit peu plus de temps. Mais par contre, en fait, je trouve ça très intéressant parce que là, je suis vraiment connectée aux personnes. Je réponds vraiment à leurs questions. Donc, je ne suis pas toute seule à parler. En fait, j'attends les questions sur des problématiques. Et en fait, je pense que c'est là que les personnes arrivent à voir ce que je vais dégager et comment je réponds aux questions et le professionnalisme que je veux donner. Okay. Et donc, c'est là qu'il y a une espèce justement d'alchimie qui se fait avec certaines personnes, de se dire voilà, avec elle j'ai envie de travailler parce qu'elle m'a répondu à une question et en effet elle a touché ce qui était comme problématique là. Et moi je fonctionne comme ça parce que c'est vrai que sur les réseaux on n'a pas vraiment à part faire des belles stories et des beaux contenus, c'est travaillé quoi. Voilà. Donc j'ai ça et j'ai la chance d'avoir beaucoup de coachés qui me font énormément de témoignages écrits, vidéos un peu plus compliquées, montrer le visage c'est pas facile. Et du coup c'est ce que je partage au quotidien. Donc c'est peut-être ce qui me différencie de beaucoup de coachs où en fait je prône l'authenticité. Et pour être authentique, en fait, il faut être clairement en live pour pouvoir montrer et démontrer ton professionnalisme et ce que tu veux apporter et comment tu vas aider la personne. Okay. Après, justement, côté éthique, c'est important. Je refuse aussi certaines choses. Je ne parle pas de dépression, je ne parle pas de burn-out. Il y a des termes, justement, qui ne sont pas du tout de mon ressort. Et c'est ce qui fait que moi, je suis bien dans mes baskets aussi. Et c'est ce qui fait que, voilà, tu as une problématique, je ne vais pas juste prendre pour la gérer. Non, là, cette problématique, tu ne pourras pas la travailler avec moi. Là, moi, j'ai mes limites et je sais où je me positionne. D'accord. Et toi, Nour? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de beaucoup de choses, de charlatanisme. Voilà, je refais des guillemets. Moi, je suis trop occupée pour gérer mes réseaux sociaux, donc je t'admire. Je suis occupée à faire les réseaux sociaux des autres, donc les miens, c'est le désert. Moi, mon canal, c'est l'humain, en fait. Je fonctionne qu'en présentiel.
Quand one-to-one, les événements, le réseautage, les réseaux, enfin vraiment ça c'est mon dada, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et après je reporte ça sur le digital. Donc je fais des rencontres physiques et après je reporte ça sur du digital. Et pour moi, on en parlait, moi c'est WhatsApp. Je sais pas pourquoi, mais Non, c'est un bon réseau. On néglige, hein, mais c'est un ouais, très très bon Bon réseau. canal, hein. c'est un outil incroyable. Alors il faut faire super gaffe parce que les vocaux de 15 Des minutes, podcasts. les Ils vont mettre podcasts, 3-5 bientôt. les podcasts entre amis, en fait, c'est incroyable. On s'échange des messages de 15 minutes à écouter quand on veut et on s'échange des tips, des hacks, des tricks. C'est ouais. incroyable. Ok. De mon côté, je prends énormément de temps pour faire ce qu'on appelle dans la communication du lead nurturing, de vraiment quasiment materner mes prospects jusqu'à sentir si on est tous les deux prêts ou pas. Alors, je suis tombée sur des chiffres incroyables là, récemment en faisant ma veille. C'est qu'il paraît qu'il faut 11 points de contact différents pour qu'un prospect signe avec son coach ou son consultant ou son formateur. J'en avais lu 7 avant. 7 heures. 7 heures et 11 points de contact. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut 7 heures de conversation, alors pas accumulées, merci mon Dieu, J'imagine. mais une demi-heure par-ci, 1 heure par-là, voilà. Pour mettre la personne en confiance, quoi. En fait, on veut Ouais. savoir qui tu es, en fait. Comment tu t'exprimes, qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quoi tes inspirations, t'aimes voyager, t'as un blog de voyage, ou tu fais de la peinture, la photo, peu importe, ou de la pâtisserie, enfin, on s'en fout. Mais est-ce qu'il y a ce courant qui passe et voilà, donc je me suis rendu compte que, ok, c'était normal pour moi de passer des heures à nurturer mes prospects. Parce que et comme on le dit, si moi je le sens pas ou si le prospect ne le sent pas, je préfère que ça s'arrête là Exactement. que d'arriver 6 mois plus tard à gérer un échec en fait. Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Je suis là, je rejoins Tu totalement. rejoins. Parce que moi, mon activité, ça fait vraiment 2 ans que je me suis positionnée sur la gestion d'entreprise. J'ai pas eu à prospecter. Tant mieux. Enfin, en tout cas, sur les réseaux, j'ai jamais parlé de mon activité à proprement dit. J'avais mon compte perso, mais où je faisais beaucoup plus de personal branding en réalité. Donc, parler de mon image de marque à moi. Mais de mon activité, j'en parlais pas réellement. C'est quelque chose que je vais commencer là, en 2024, parce que je vais toucher une nouvelle cible. Mais très honnêtement, moi, mes clients, c'est parce qu'ils font partie de mon réseau. Ouais, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, la recommandation. Et pareil, je suis axée sur l'humain. Donc, forcément, je pars du principe que j'ai besoin d'échanger avec les gens, d'interagir avec les gens. Et je pense que c'est ce qui fait que finalement, certains ils accrochent, certains n'accrochent pas. Et je suis totalement OK avec ça. Et pour rejoindre ce que tu disais, moi, je prends toujours l'exemple, parce que moi, j'aime trop les séries style Les Feux de l'amour, Suits et Dynasty. Non, mais parce que les gens, ils voient le côté telenovela. Moi, je vois le côté business. Parce que quand on regarde toutes ces séries-là, le point commun, c'est des grandes familles avec des empires business. Et quand je regarde le dirigeant qui est à la tête de cet empire, ses plus gros deals, quand il va les conclure, c'est pas dans le bureau. C'est en fiesta le soir. Voilà, en fait, ils vont aller jouer au golf, ils vont aller voir un match de foot, un match de basket. Et en fait, ils vont même pas parler du contrat en lui-même. Ils vont échanger de leur vie, de leur hobby, de leurs valeurs, d'anecdotes. Et en fait, à la fin du rendez-vous, ils se disent, nos avocats s'appellent. Voilà. Donc moi, c'est là où j'ai compris que vraiment l'humain primait sur les conditions contractuelles, même si elles restent importantes. Oui, tiens à le préciser, mais vraiment mettez l'humain au cœur de vos business. C'est pour ça que je fais les lives en fait, c'est l'humain qui ressort. Ouais. Absolument. Non, les lives en plus, c'est un bon moyen, c'est spontané, il n'y a pas de cut, t'as pas. J'ai quand même mes anciens coachés qui reviennent aussi, donc mais en bien. fait, automatiquement, le réseau il se fait aussi avec mes anciens coachés qui viennent en live. Moi, j'ai fait un coaching avec Oriana, franchement, allez-y. Enfin voilà, il y a les témoignages clients. Ouais. C'est ça. Ok, l'émission touche à sa fin. Déjà. C'était rapide, je l'ai pas senti. Pour conclure, alors ce que je peux dire, c'est que le marché du coaching en France, en tout cas, n'est pas saturé. On sait qu'il y a de la place pour tout le monde parce que la demande est là. Il y a de plus en plus de demandes. Donc, les coachs, consultants et formateurs, vous avez de l'avenir, vous inquiétez pas. Quels conseils pourriez-vous donner aux internautes, en tout cas, comme je les appelle, à non-allergies, pour bien choisir son coach, son formateur, consultant et ne pas se faire avoir par les charlatans? Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
déjà ne pas succomber aux pratiques de vente agressives et manipulatrices. Il faut vraiment faire attention à ça. Je reprends un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est déjà d'être dans un état d'esprit de se faire coacher. Voilà. Et puis aussi de se dire, quel est mon projet ? Vraiment, c'est quoi mon besoin ? Parce que généralement, par expérience, et ça m'arrive plus, mais au début, j'accompagnais des personnes qui, au final, n'étaient pas vraiment au point, au clair sur leurs besoins, sur leurs projets. Et donc, le coaching, il fallait le redéfinir en cours de route, parce que je me suis rendu compte que le coaché n'était pas au clair. Il se disait, oui, au final, c'est pas ça ce que je veux, c'est plutôt ça. Et du coup, faire la différence entre est-ce que tu veux te faire accompagner ou est-ce que tu veux acquérir une compétence. Et donc là, c'est vraiment différent. Est-ce que tu veux que quelqu'un bosse pour toi, pour ta marque ? Et en ce cas-là, tu vas plutôt avoir un consultant qui fasse ces choses pour toi. Enfin voilà, vraiment définir le besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ok. Oriana ? Je rejoins complètement Nour. Et puis, il y a une question de feeling. Après, on est tous des adultes, donc on est aussi capable de savoir avec qui on va avoir un feeling. Et quand on ne sent pas trop le truc, on peut envoyer des messages, des mails ou quoi. Et on va tout de suite voir si on accroche ou pas avec une personne. Le coaching, c'est une question de feeling aussi. Dans le milieu professionnel, entreprise, on voit d'abord trois coachs. On va passer 20 minutes avec chaque coach pour savoir avec qui on a le meilleur feeling avant de se lancer dans le coaching. Donc, c'est important de ne pas hésiter à essayer d'avoir un message ou par DM ou quoi pour essayer de comprendre la problématique, exprimer le besoin qu'on recherche et voir aussi comment la personne va te répondre et ce qu'elle te propose. Ok. T'as ça pour finir ? Dernier point, moi je dirais écouter son instinct. Oui. Ah oui. Ça... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Et je confirme. Moi, je suis experte en ne pas écouter son instinct et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Merci beaucoup, les filles. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous partager vos réseaux pour qu'on puisse vous suivre, tout simplement ? Oula, moi, vous n'allez pas risquer d'y trouver grand-chose parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment busy. Mais par WhatsApp. Nour Ezzedine, on peut te contacter quand même. Ouais, Nour Ezzedine sur LinkedIn et sur Insta. Voilà. Oriana. Alors moi, c'est Oriana Conseil avec un O. Donc sur Instagram, TikTok, mais un peu moins présente sur TikTok, et YouTube très récemment. Je m'occupe pas du tout de mon compte YouTube. Ça va arriver. Et vous demandez des conseils. Ok, et t'as ça ? Tastagasama sur LinkedIn et dougoutigui.bk sur Instagram. Merci beaucoup. Donc pour nous, en Alédiso, ça sera affiché comme d'habitude. Vous avez cette habitude-là, les Nalédji. Donc c'est tout pour l'instant business. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Donc en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre et vous pouvez retrouver la saison 1 sur notre chaîne YouTube, donc qui sera affichée quelque part par là. J'en profite également pour remercier nos partenaires, à savoir Hydra Turban. Vous voyez, mon foulard, il est beau. Oui, il est très magnifique. beau. C'est Hydra Turban. Hiya Design pour cette magnifique tenue. C'est joli aussi. Ah oui, c'est pas grave. Oui. Elle est très élégante. Et Chimet Shop pour les accessoires. Donc pareil, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher. Et la petite particularité, la nouveauté de Instant Business saison 2, c'est que je donne l'opportunité aux intervenants, donc aux invités, de poser une question ouverte afin qu'on puisse continuer le débat, mais cette fois-ci avec les Nalédji, donc en commentaire. Wow. C'était un petit piège, j'avoue. Je ne vous ai pas prévenu, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien la spontanéité. Alors, est-ce que là, vous avez une question ? Ouais, moi, j'ai une question spontanée. Ouais. C'est justement, on vient de parler de comment choisir. On a donné nos conseils. Moi, j'aimerais bien justement avoir le retour. C'est comment vous choisissez, en fait, les personnes avec qui vous avez envie de travailler, coacher ou à l'inverse. D'accord. Alors, du coup, la question, c'est comment, les Nalédji, vous choisissez vos coachs, consultants ou formateurs. Donc, on se retrouve tout de suite en commentaire. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci les filles.